Donc on va commencer tranquillement cette conférence de presse qui se tient ici donc au siège de la Ligue des droits de l'homme pour la reconnaissance des responsabilités de l'État dans le recours à la torture lors de la guerre d'Algérie. Alors d'abord, première observation que je ne peux pas m'empêcher de faire ici, étant à la place où je me trouve, c'est-à-dire aujourd'hui et en ce moment président de la Ligue des droits de l'homme, c'est rappeler à quel point la Ligue des droits de l'homme a été investie au moment de la guerre d'Algérie dans le combat contre la pratique de la torture. Daniel Meyer, qui parlementaire, député, avait démissionné justement en opposition avec les pratiques couvertes par le gouvernement de l'époque de ce qui se passait en Algérie. Et vous savez que Daniel Meyer est resté après très longtemps président de la Ligue des droits de l'homme. Je pense aussi à Madeleine Rébériou, qui elle-même a été une des présidentes de la Ligue, qui m'a précédé donc. Je pense à Yves Jouffat, qui a été aussi président, mais qui surtout à l'époque était avocat, et qui, avec Daniel Jacobi, avec Gisèle Halimi, avec beaucoup d'autres, ont eu le courage à l'époque de dénoncer, mais pas seulement de dénoncer, d'aller devant les tribunaux et de défendre en particulier des militants, des membres du FLN. Il y a eu beaucoup de dits et d'écrits tout de même sur ce qui s'est passé à l'époque et depuis lors, bien sûr, mais malgré tout, beaucoup reste encore à dire et à écrire. Vous emboîtez le pas notamment à cette déclaration qui a été faite par l'actuel président de la République par sa reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin et d'Ali Boumendjel. Dans un communiqué du 18 octobre 2022, nous reconnaissons avec lucidité que dans cette guerre, il en est qui, mandatés par le gouvernement pour la gagner à tout prix, se sont placés hors la République. Donc vous souhaitez qu'on aille plus loin, et vous avez raison. Donc là, je vous laisserai exprimer les suggestions, les demandes que vous pouvez avoir pour cette reconnaissance complémentaire. Déchaînement de la barbarie ou engrenage de la peur, il n'y a pas de guerre sans torture et sans viol, sans crime de guerre et sans crime contre l'humanité. C'est l'implacable réalité que confirme hier la guerre d'Algérie, aujourd'hui les guerres d'Ukraine, de Gaza, du Congo. Le président de la République a reconnu le recours à la torture, ça a été dit, lors de la guerre d'Algérie, en déclarant le 12 septembre 2018 que Maurice Audin était torturé puis exécuté à mort par des militaires qu'il avait arrêtés à son domicile. Il a reconnu le 2 mars 2021 en déclarant qu'Ali Boumendjel, lui aussi, a été torturé et assassiné. Et il l'a reconnu, Patrick Baudouin l'a rappelé, le 18 octobre 2022, en reconnaissant que dans cette guerre, il en est qui, mandatés par le gouvernement avec lucidité, pour gagner à tout prix, se sont placés hors la République. À ce moment-là, ce n'est plus Audin, ce n'est plus Boumendjel, c'est la reconnaissance d'un système. Ce sont là des actes forts que nous avons salués. Alors pourquoi cette reconnaissance faite? Plus de 20 associations des droits de l'homme, antiracistes, pacifistes et anticolonialistes, demandent que soit reconnue la responsabilité de l'État dans l'emploi de la torture lors de la guerre d'Algérie. Parce que la torture reconnue, il n'est toujours pas répondu aux interrogations de Pierre Vidal-Naquet en 1962 dans son livre « La raison d'État ». Comment déterminer le rôle dans l'État futur de la magistrature ou de l'armée ou de la police si nous ne savons pas d'abord comment l'État en tant que tel s'est comporté devant les problèmes posés par la répression de l'insurrection algérienne? Comment il a été informé par ceux dont c'était la mission de l'informer? Comment il a réagi en présence de ces informations
et comment, à son tour, il a informé les citoyens que nous sommes. D'où l'initiative de nos associations de demander que soit engagée une démarche pour connaître et comprendre un engrenage qui a gangréné et l'État et la société française. La doctrine de la guerre contre-révolutionnaire ou guerre psychologique se fonde sur le triptyque terroriser, retourner, pacifier, qui valide la torture comme système, et il a été théorisé dans le cadre des écoles militaires par des officiers de retour d'Indochine où la torture avait été pratiquée. Ce qui était théorie est devenu pratique. Et notre demande citoyenne est de comprendre les dysfonctionnements dans la chaîne de décision et de commandement au sein des institutions politiques, militaires, administratives et judiciaires de l'État qui ont permis ce passage de la théorie à la pratique. La torture comme système de guerre a été théorisée, enseignée, pratiquée, couverte et aussi exportée par les autorités politiques, militaires et judiciaires, ce qui engage la responsabilité de l'État, signataire des conventions de Genève. Répondre de cette responsabilité ne relève pas d'un acte de repentance, mais d'une pédagogie citoyenne. Comprendre et assumer le passé, c'est prévenir le futur. Bonjour à toutes et à tous. La 4CG est une association d'anciens combattants, d'anciens appelés, un peu particulière, puisque lorsqu'il s'est agi de toucher une pension militaire, comme tous les combattants ont droit, la 4CG a dit, les militants de la 4CG ont dit, non, nous n'en voulons pas, nous avons du sang sur les mains, et si nous n'avons pas personnellement du sang sur les mains, nous portons plus que d'autres la honte de la France dans cette funeste aventure. Depuis 1962, les discours sur l'Algérie ont été extrêmement lents, et je vais vous citer quelques phrases de Charles de Gaulle à François Hollande. Je crois que c'est bien de les entendre pour montrer qu'il reste du chemin à parcourir, et qu'on en a déjà beaucoup parcouru, et les premières paroles qui ont été prononcées à ce sujet sont assez sidérantes quand on les revoit dans le contexte d'aujourd'hui. Charles de Gaulle. Seuls les actes héroïques et les manifestations de l'unité nationale méritent d'être évoqués. La France n'a pas besoin de vérité. Ce qu'il faut lui donner, c'est l'espoir de la cohésion et un but. Georges de Pompidou, en 1972. La guerre d'Indochine et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés, le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuer. Voilà deux éléments, je crois qu'il est bon de rappeler. Ça s'arrange un peu par la suite. Jacques Chirac, en 1997. Il faut regarder l'histoire en face, non pour se flageller avec le passé, mais pour inventer le présent sur des bases saines et claires. Lionel Jospin, en 1999. C'est le travail de la mémoire. Le travail de la mémoire est indispensable parce qu'il représente un devoir vis-à-vis des victimes, parce qu'il aide chaque communauté nationale à se réconcilier avec elle, et même parce que ces leçons du passé doivent éclairer l'action publique. François Hollande, en 2012, nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. La paix des mémoires à laquelle j'aspire repose sur la connaissance et la divulgation de l'histoire. Je pense qu'il était intéressant de montrer le chemin parcouru, très lentement, il faut dire, mais heureusement des pas plus substantiels ont été accomplis par Emmanuel Macron, mais nous savons, Niels l'a rappelé, qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Alors, bien sûr que le caractère sombre des événements que l'on évoque aujourd'hui, s'agissant de la torture, sont terrifiants. Mais heureusement, je pense qu'il faut rappeler, mais Niels et Patrick Baudouin l'ont fait également, rappeler que des voix, heureusement, se sont élevées en France, à la fois par de grandes personnalités ou par le commun des mortels, et notamment les appelés en Algérie. Mais il y a eu aussi les réfractaires. Il y a eu ceux qui ont bloqué les trains. Il y a eu ceux qui ont
décrété des manifestations pour empêcher cette guerre. Il y a eu la dénonciation par de nombreux appelés de la torture. Il y a ceux qui ont refusé les corvées de bois et tous ceux qui ont eu des gestes d'humanité envers le peuple algérien. Et il y en a eu beaucoup. Je voulais quand même le souligner pour donner un peu d'espoir et donner un éclairage un peu moins sombre de l'actualité. Donc, cautionner, voire décider par les hautes sphères de l'État, la torture a imprégné les institutions de la République, armée, police, justice, et a même pris place dans une rubrique coopération des relations internationales de la France. L'idéologie déshumanisante qui prévaut à pratiquer la torture transpire aujourd'hui encore dans ces institutions, des décennies après cette période sombre de notre histoire, grâce à l'invention scientifiquement codifiée du racisme. L'armée en première ligne. Le caractère violent de la conquête coloniale en Algérie, avec les répressions meurtrières des mouvements de résistance, fut un feu vert accordé à la torture dans ce pays, 120 ans avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Dès 1932, ce sont des tueries dans les douars et les campements nomades, comme celle de la tribu des Olifia, qui a fait 12 000 morts. Au retour de cette expédition, les cavaliers portaient fièrement en haut de leurs piques des têtes des suppliciés. En 1844, le général Cavignac invente les enfumades dans les grottes où s'étaient réfugiés des centaines de Chébas. Et puis il y a le 8 et le 9 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kérata, la répression fera entre 30 000 et 45 000 morts. 2 croiseurs tirèrent 800 coups de canon depuis la rade de Bougie et l'armée rasa des agglomérations entières. La police, avec le crime d'État du 17 octobre 1961, à Paris et en banlieue, torture et exécutions sommaires s'abattent en métropole sur une manifestation pacifique algérienne. 12 000 arrestations, 150 cadavres retrouvés dans la Seine en aval de Paris et d'autres dans le canal Saint-Martin. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Ces crimes d'État, n'ayant pas été reconnus comme tels, le parfum nauséabond du racisme a continué de flotter entre les murs des commissariats où s'est tenu le drame du 17 octobre 1961. Les violences policières mortelles sont essentiellement pratiquées sur des personnes arabes et noires. Leurs auteurs sont très rarement condamnés, ce qui fait dire au collectif des familles qu'il y a un problème de racisme structurel dans la police en France. Relations internationales, un savoir-faire exporté, enseigné. Dans une interview d'Henri Alleg, réalisée par Nestor Cohen et Rémi Herrera en 2004, l'auteur de la question indique que les colonialistes français ont véritablement été des professeurs de torture, tant chez les dictatures d'Amérique latine que dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Un enseignement également dispensé aux États-Unis. La Grande Muette met-elle toujours ses archives à disposition? Quelle commission parlementaire valide ces échanges macabres? Il y a 14 ans, Mme Elio-Marie, ministre de la Défense, proposait d'envoyer ses gendarmes en Tunisie pour ramener l'ordre, peu de temps avant la chute du dictateur Ben Ali. Et la France, qui se dit pays des droits de l'homme, a épinglé en 2011 sur le costume d'Abdelatif Amouchi, directeur de la DGST marocaine, visé en France par plusieurs plaintes pour torture et complicité de torture, l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Je n'apprendrai rien à cette assemblée en disant que la torture était une pratique permanente de l'histoire de la colonisation. J'ai retrouvé un article dans le journal de la morale chrétienne, septembre 1945. C'était un journal de la tendance protestante, de l'Église protestante. Le titre de cet article est « Torture en Algérie ». Torture en Algérie. Il ne s'agissait pas de la torture contre des indigènes, mais de la torture contre les soldats français réfractaires, une sorte de pré-Biribi, si vous voulez. Bon. Citation dans la Chambre des Pairs, qui n'était quand même pas un lieu de redoutables gauchistes, donc on est sous la monarchie de Juillet, pardon, du marquis de Boissy. Je vous cite ce que disait le marquis de Boissy à la Chambre en 1845.
Pourquoi donc ne parlerions-nous pas de ce que j'appellerais, je ne trouve pas une autre expression, des supplices qu'on inflige à des hommes qui sont soumis à la loi, mais qui ne sont soumis qu'à elle? J'appelle l'attention du gouvernement sur ces traitements barbares, indignes d'un peuple civilisé, sur ces traitements que nous blâmerions chez les autres et qui nous font horreur chez nous. Donc je pense qu'il y a peu de politiciens de la 4e ou de la 5e République qui ont eu le même langage. La torture a été, donc je me répète, une pratique permanente intercoloniale. Bijard, je pense que c'est Florence Bourget qui avait recueilli ce témoignage de Massu. Massu qui rencontre Bijard donc en Algérie, Bijard en train de torturer. Donc déjà le haut témoignage moral de Massu. Et Massu lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, Bijard ?» Et Bijard lui répond « Mon général, on ne va pas s'arrêter, on a déjà commencé en Indochine, tout ça, ce sont des choses qui ont été connues. » Les disparitions pendant la guerre d'Indochine, toujours. Les disparitions pendant la guerre d'Indochine, toujours. Au moment où il y a eu la question des prisonniers français de Dien Bien Phu, avec le sort abominable qui leur a été réservé, que vous connaissez. Il y a eu des protestations. Mais un général français, qui s'appelait le général de Beaufort, c'est dans les archives du service historique de l'armée à Vincennes, le général de Beaufort écrit à ses collègues officiers en leur disant, et aux politiques, en leur disant ne protestez pas trop, parce que le Viet Minh serait capable de nous rétorquer qu'il y a 4000 de ces militants, de ces combattants, qui ont disparu. 4000, c'est dans les archives de l'armée française. Donc voilà, sur la guerre d'Algérie, bien sûr, les choses ont été dites, donc je ne répète pas. Juste une simple remarque, une conclusion qui ne vous surprendra pas non plus. L'actualité de notre combat. Vous savez peut-être qu'il y a actuellement un comité Bijard, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est comité ou association, qui voudrait ériger une statue à la gloire du général Bijard dans la ville de Toul. Une statue à la gloire d'un des plus grands tortionnaires, pas le plus grand, mais il était tellement fort en gueule qu'évidemment, il est devenu une cible privilégiée. Mais en tout cas, voilà, je vous donne cette information. Et évidemment, ici, étant au siège national de la LDH, j'espère, et avec les associations prestigieuses présentes, j'espère que cette protestation sera portée nationalement. Je vous remercie. C'est un travail qui est relatif à l'histoire, mais c'est aussi une affaire qui concerne la crédibilité de notre référence aujourd'hui aux droits de l'homme. Hein, puisque pour être crédible avec cette référence, il faut être cohérent et regarder avec lucidité notre passé. Alors, simplement quelques mots au nom de l'association Josette et Maurice Audin. C'est une association qui continue l'œuvre du comité Maurice Audin qui avait été créé en 1957, dès que Josette Audin avait prévenu, écrit un peu partout en France et notamment obtenu de Pierre Vidal-Naquet une réponse immédiate parce que ça lui rappelait ce qui était arrivé à ses propres proches pendant l'occupation à Marseille, qui avait disparu durablement. Et donc, ce comité Audin, 57-63, a joué un rôle important dans les réactions à la guerre d'Algérie. Pour être très bref, je dirais que, comme l'a dit lui-même Pierre Audin, Pierre Audin, c'est l'un des fils de Maurice et Josette Audin, et il est décédé, il nous a quittés en mai dernier, mais il a été très actif dans la défense de la mémoire de son père, et pas seulement, il s'intéressait aussi, c'était aussi un mathématicien, il s'est beaucoup intéressé à la vulgarisation des mathématiques par ailleurs. Bon, donc, il y a certes eu cette déclaration présidentielle du 13 septembre 2018, mais ça ne met pas un point final à l'affaire, ni sur l'affaire Audin, puisque Pierre, lorsqu'on s'est rendu en Algérie en délégation en 22, mai-juin 22, eh bien, il a insisté sur où est-ce qu'il est le corps de mon père, hein, et faites des recherches. Bon,
on ne sait pas ça, on ne sait pas les conditions précises de son assassinat par des militaires français. Hein. Bon, donc c'est un travail qu'il faut poursuivre. Pierre Vidal-Naquet, dans une citation que nous avons rappelée, pointe le fait que tant qu'on ne va pas au fond des choses sur les responsabilités au sein de l'État et dans la société au moment où s'est produite cette guerre d'Algérie, les choses peuvent renaître. Des choses analogues peuvent réapparaître. Le problème, c'est comment une théorie assassine, un concept théorique assassin, reconnaissant la torture, devient la politique d'un État, couvert par l'État, pratiqué par l'État, dans toutes ses instances, judiciaires, politiques, militaires, administratives. C'est ça le problème. Très bien, merci.